Les capsules criminelles. Saint-Sulpice est une charmante bourgade du Val-de-Travers levée au creux d'un cirque dont l'entrée est surmontée du côté devant par le crérossel ou pied de cochon. Cette arête rocheuse a la forme typique d'un bicorne, mais en 1761, on ne l'appelle pas encore le chapeau de Napoléon. La toponymie et le vocabulaire ont aussi leur histoire. Sur le haut de la commune surgit l'Areuse, après le voyage souterrain qu'elle a accompli depuis le lac des Taillères. À peine sortie de terre, la rivière est bloquée quelques dizaines de mètres en contrebas dans un petit lac de rétention. Celui-ci permet d'actionner les roues du moulin banal des Verrières. C'est aujourd'hui un musée, alors qu'à cette époque de Saint-Martin 1761, on y presse normalement le grain, mais pour l'heure, les meules sont arrêtées. Au pied de l'imposante machinerie, deux meuniers ont lâché leur travail. Ils se disputent. La querelle porte sur des bruits qui se sont répandus dans le public. Des rumeurs courent à propos d'abominations qui se seraient propagées à Saint-Sulpice. David-Henri Besson et Jean-Louis Jacquillard s'énervent rapidement. Ils en viennent aux mains, s'empoignent, tentent de mettre leur adversaire à terre. Ils hurlent. Le vacarme devient tel que la mère et un frère de Besson arrivent au moulin pour tenter de calmer les deux meuniers. Après de multiples injonctions, ils parviennent à séparer les deux rivaux, mais les invectives ne cessent pas pour autant. C'est alors que Jacquillard jette à la face de la mère Besson que cela fait 4 ans qu'il se sert de son fils. La mère et le frère en restent bouche bée. Jacquillard, satisfait de l'effet produit, se retire imperceptiblement de l'arène. Il s'appuie contre un établi, bras croisés, pour jouir du spectacle. La mère fait face à son fils pour l'interroger. David-Henri Besson nie, mais sa mère n'arrive pas à le croire. Comme beaucoup d'autres, elle a fréquemment entendu les rumeurs au sujet des relations que son fils entretenait avec Jacquillard. Elle ne désarme pas. Elle somme son fils de lui dire la vérité. David-Henri Besson est sur le point de tout confesser à sa mère, mais il est interrompu par l'arrivée de la femme de Jean-Louis Jacquillard. Elle aussi vient voir ce qui cause ses cris dans le moulin. Après un moment de flottement, la mère Besson se replante face à son fils et continue de le presser de questions. « Si tu es de ce malheureux vice, dis-le-nous. »« Mais non, clame Besson, tu n'as pas à t'inquiéter, j'ai été assez fort pour résister aux assauts de Jacquillard. » Sa mère n'est pas convaincue. Il y a trop longtemps que des bruits trop nombreux courent dans le village. Elle l'exhorte à dire la vérité, une vérité que toute la communauté connaît déjà. « Vas-tu arrêter ces mensonges? Si cela est vrai, je suis prêt à te donner de l'argent pour que tu quittes le pays. Tu auras les moyens de t'installer ailleurs. » David-Henri Besson ne bronche pas. « Il faut que tu partes. Tu dois éviter que la honte ne s'abatte sur notre famille, sur moi, sur ton frère. » Malgré toutes les sollicitations, David-Henri s'obstine. Jacquillard contemple la scène en spectateur satisfait, mais son sourire s'éteint lorsque sa femme se tourne vers lui et se met également en quête de savoir s'il y a une part de vérité dans ce qui se raconte dans le public. Jacquillard blêmit, mais se tait. Sa femme insiste. « Si tu avoues, nous partirons aussi. Je te suivrai partout, même si tu es un sodomiste. » Son mari tente de faire machine arrière, mais l'aveu qu'il vient de faire à la face des Bessons le met dans une position intenable. Il finit par avouer à sa femme que c'est vrai, que cela fait des années qu'il couche avec David-Henri. L'épouse est épouvantée par réflexe répulsif et le porte la main à la bouche. Jacquillard tente de minimiser sa faute. « Tu sais, c'est à Berlin que j'ai appris ces mauvaises pratiques. D'ailleurs, ajoute-t-il, là-bas, on n'envisage pas cela comme un péché, ni dans les régions avoisinantes. » Loin de calmer les esprits, sa déclaration relance la fureur des trois Bessons. Jacquillard, encerclé, contre-attaque. Il s'en prend à la famille Besson et aux gens de Saint-Sulpice en général. « Quand je suis revenu de Berlin, j'en ai déjà trouvé 3 dans le village. Je ne dirai pas les noms, mais sachez qu'il y en a bien d'autres et que cela fera un sacré scandale si je parle. » Le frère de David-Henri Besson se moque éperdument de ces menaces. Il se jette sur Jacquillard. Tous les protagonistes s'entassent dans un pugilat confus. Jacquillard réussit péniblement à s'extraire de la mêlée et fuir hors du moulin. Il court en remontant la Reuse en direction des Verrières. Comme personne n'est parti à sa poursuite, il parvient sans encombre à la verrière de Joux et se réfugie dans une maison.
Le calme est revenu dans le moulin, mais le bruit ne s'est pas pour autant éteint. Et voici la rumeur de cette altercation qui descend le fil de la Reuse jusqu'au lac. De là, elle se transporte jusqu'aux oreilles du Conseil d'État. L'épidémie. Par une froide nuit de décembre, les membres de la Cour de justice du Val-de-Travers pénètrent discrètement, un à un, dans la demeure de leur capitaine et châtelain. La domestique leur entr'ouvre la porte et les invite à entrer en catémini, en vérifiant bien que le voisinage ne se doute pas qu'il y eut là une réunion du Conseil de justice. Elle les débarrasse et les installe dans une chambre close. Une fois au complet, Jacques-Frédéric Martinet, le maire du Val-de-Travers, se dresse face à ses pairs et leur fait une annonce solennelle. Il a été informé par le gouvernement qu'il y avait à Saint-Sulpice plusieurs jeunes gens assez malheureux pour s'adonner à l'abominable crime de sodomie. En résumé, il aurait pu paraphraser Hamlet. Il y a quelque chose de pourri dans le village de Saint-Sulpice. À cette annonce, les justiciers se figent. Il s'agit d'un crime d'une extrême gravité dont le seul châtiment ne peut être que la mort. Selon la Caroline, un code pénal datant de 1530, qui sert de base à la coutume neuchâteloise, les crimes qu'on appelle contre nature doivent être punis de mort, de préférence par le feu, ceci tant pour les rapports entre deux hommes qu'entre deux femmes ou avec une bête. Malgré l'atrocité du crime, les membres de la justice ne sont guère enthousiastes à l'idée d'entamer une procédure qui, potentiellement, aboutira à un procès et une exécution forcément publique. Ils hésitent, tergiversent, non par esprit de tolérance, mais par pragmatisme. Chez les élites, il est généralement admis que toute publicité faite pour des actes semblables ne peut que faire naître des vocations parmi la population. Il s'agit de lutter contre la sodomie par le silence. Le maire du Val-de-Travers tient à rassurer les membres du tribunal. Les ordres du Conseil d'État sont clairs. Il s'agit d'ouvrir des enquêtes les plus secrètes possibles. Malgré cela, les justiciers rechignent à accorder l'ouverture de la procédure que le maire leur demande. Il insiste. Cela fait des années qu'on entend des bruits à propos de jeunes gens de Saint-Sulpice. Ce scandale public doit cesser. Il n'y a guère d'autre possibilité. Il faut prouver les faits et condamner les coupables. Les justiciers restent indécis, mais ils finissent néanmoins par se ranger à l'avis du maire et accordent l'ouverture de l'enquête. Ils s'y résignent car cela fait longtemps qu'ils entendent des commérages sur les agissements des jeunes gens de Saint-Sulpice. C'en est trop. Il faut cette fois trancher dans le vif afin que cette vilainie ne s'enracine dans l'État. C'est ainsi que le maire peut enfin faire entrer les témoins qu'il a fait appeler. Ils défilent un à un et tous doivent faire le serment de dire la vérité et surtout de ne rien révéler à propos de l'affaire pour laquelle ils sont convoqués. Le premier témoin, Jean-Henri Jeannet, raconte qu'il s'est rendu le jour de la dispute à la Verrière de Joux, auprès de Jacquillard. « Je l'ai trouvé en train de pleurer. Après les explications que je lui ai demandées, il m'a raconté la bagarre avec les Bessons. Il a ajouté que cela faisait une dizaine d'années que cette abominable méthode de Gredache régnait à Saint-Sulpice, que cela faisait 4 ans que lui et Besson menaient ce mauvais train. » Pour la justice, cette déclaration est le signe qu'il faut agir. Mais les deux témoins suivants ne sont guère probants, n'ayant à rapporter que des on-dit sur les pratiques de Jacquillard, Besson et d'autres jeunes gens du village, dont le fils illégitime d'Abran Raymond. Ils ont par ailleurs entendu des histoires à propos d'hommes qui ont été tourmentés alors qu'ils partageaient un lit avec les dits Jacquillard ou Besson. Quelque peu déçus, les membres du tribunal décident de se réunir à nouveau le jeudi suivant, 24 décembre. Cela leur laisse le temps de trouver d'autres témoins, de monter un dossier solide.